Je m'appelle David. Je suis journaliste, militant anti-gaspillage alimentaire et déchettariste. Aujourd'hui, un tiers de la production mondiale de nourriture est gaspillée. Une situation qui me révolte. J'ai décidé de mener ma propre croisade contre ce gaspillage et de parcourir 5 pays européens pour trouver des solutions. Ma chasse au trésor consiste à récupérer de la nourriture destinée à la poubelle. Je me suis entouré de chefs talentueux, de scientifiques et de gourmets aussi engagés que moi pour réaliser une cuisine à la fois saine et créative à partir des ingrédients de ma collecte. Mes outils de travail? Une benne à ordures que j'ai transformée en cuisine et une voiture qui ne roule qu'à l'huile alimentaire usagée. Ma mission, c'est la cuisine anti-gaspi. Pour cette deuxième étape, je pars pour l'Allemagne, avec un premier arrêt près de Stuttgart. Je vais m'intéresser à un type de gaspillage alimentaire auquel on pense rarement. Une variété incroyable de plantes sauvages comestibles pousse dans nos campagnes, sans que personne ne songe à les manger. J'ai rendez-vous avec un expert en la matière, Peter Becker, le cuisinier des herbes et plantes aromatiques. Bonjour. Salut, Comment vas-tu? tu tombes à pic? Je voudrais qu'on défriche le lit du ruisseau de ces balsamines de l'Himalaya. C'est l'une des pires plantes néophytes et invasives en Allemagne. Elle colonise le bord de nos cours d'eau et elle est tellement envahissante qu'elle menace la flore locale. Que signifie néophyte? Ça désigne des plantes exotiques souvent invasives dans nos régions par manque de prédateurs naturels. Et on les combat malheureusement à grand renfort de produits chimiques et d'autres méthodes d'éradication massive. On peut les combattre en les mangeant? Oui, c'est le but recherché. Montrer aux gens que ces fleurs, ces fruits ou ces graines sont non seulement comestibles, mais aussi bons pour notre santé. Le meilleur moyen d'empêcher la propagation de ces plantes, c'est d'en cueillir toutes les fleurs. Si on parvient à récolter toutes les fleurs dans une zone très touchée, on empêche totalement leur reproduction. Et c'est plus efficace que de tout raser sans rien en tirer. Pour faire son marché, ce spécialiste des plantes sauvages aime battre la campagne. Il sait que les mauvaises herbes peuvent se révéler très bonnes. Quelles sont les autres plantes sauvages comestibles qu'on laisse généralement au bord du chemin? Là, par exemple, on peut cueillir les fleurs de cette plante. Comment elles s'appellent? C'est de la reine des prés, une des deux plantes dont on tirait autrefois de l'acide salicylique pour faire de l'aspirine. Ces fleurs ont un arôme d'amande amère. Ça tombe bien, j'ai mal à la tête. Je les utilise pour aromatiser mes pâtisseries. Voilà du pissenlit, dont j'utilise presque tout sauf les tiges des fleurs que je trouve trop amères. Je me sers des feuilles pour garnir les tartes flambées. Je les mange comme des épinards, ou j'en fais un pesto. C'est délicieux. Ce n'est pas mauvais. Il faudrait intégrer les herbes sauvages de nos régions dans nos menus. Ça contribuerait à une alimentation plus saine, pour pas cher. Sur le chemin du supermarché, on trouve sûrement plus de plantes comestibles que dans les rayons des grandes surfaces. Peter Becker est l'Indiana Jones des cuisiniers. Dans ses livres de cuisine, il recense 20 plantes néophytes et plus de 100 plantes sauvages, toutes comestibles et parfaites pour cuisiner des plats savoureux. Pourquoi cet intérêt pour les plantes? J'ai eu une révélation quand j'étais adolescent et que je cultivais du cannabis pour le fumer. J'ai remarqué que les feuilles fraîches étaient délicieuses à manger. Et j'ai trouvé dommage de faire pousser toute une plante pour ne récolter que les bourgeons. Pour moi, ce sont les feuilles qui comptent le plus dans le chanvre. Regarde, il y a des petits scarabées dans les fleurs. On va faire le tri. Voilà, ils sont tombés. Autant éviter de les manger.
Peter Becker se régale de ce que beaucoup considèrent comme des mauvaises herbes. Rien qu'aux alentours de Stuttgart, on pourrait récolter des milliers de kilos de balsamine. Plus besoin d'acheter de la confiture pour le petit déjeuner. Il nous suffirait d'ouvrir les portes de nos cuisines à cet envahisseur comestible. Les autres méthodes d'éradication, que ce soit par cocktail chimique ou par arrachage, détruisent ces plantes sans rien nous apporter. Alors qu'avec l'argent récolté ainsi, chaque commune qui prétend ne pas avoir de budget pour l'environnement pourrait financer des projets écologiques. Quand on a un peu l'habitude, comme moi, on peut cueillir 1 kilo de fleurs en 1 heure. Et 1 kilo de fleurs permet de préparer une gelée de balsamine d'une valeur de 300 €. Ce n'est pas négligeable. La gelée refroidie, on va pouvoir la goûter. Alors? C'est pas mal. Après avoir fait le plein de gelée de balsamine, je poursuis ma route vers Berlin. À la campagne, je n'ai eu aucun mal à trouver des aliments laissés de côté. Mais est-ce possible dans une grande ville comme Berlin? Que reste-t-il comme végétation entre les immeubles? Et y a-t-il des gens qui s'y connaissent? Heureusement pour moi, il y a Magda Zahn, qui sait tout sur les fruits des villes, ignorés par la plupart des habitants. Cette militante a eu l'idée géniale de créer le site internet participatif mundraub.org, qui indique les emplacements d'arbres fruitiers dans les lieux publics où n'importe quel gourmand peut venir remplir son panier en toute légalité. Je me connecte pour voir où trouver des mirabelliers dans Berlin, parce que c'est la saison des mirabelles. J'arrive sur une carte de localisation des arbres fruitiers et de tout ce qui est comestible. Le site compte aujourd'hui 17 000 inscrits qui complètent activement la carte. Chaque jour, il s'ajoute au moins 20 nouvelles entrées. Là, il faut tourner à droite. Notre carte recense aujourd'hui plus de 10 000 emplacements, sachant qu'il ne s'agit pas forcément d'un seul arbre, mais parfois d'un verger entier ou de toute une rangée. Ça correspond donc à 20 à 30 000 arbres minimum qui poussent dans le domaine public et sont accessibles à tous. Regarde, on y est. Ces taches jaunes ne sont pas des feuilles mortes, mais des mirabelles. À l'instar de Magda, de nombreux militants à travers tout le pays encouragent la cueillette sauvage dans l'espace public, à la ville comme à la campagne. Leur credo, qu'il s'agisse de fruits, de noix, d'herbes ou de baies, rien ne doit se gâter. Ne mange pas tout. Combien de personnes pourrait-on nourrir à Berlin avec tous ces fruits? Comme je te l'ai montré, beaucoup de fruits, d'herbes et de noix poussent en pleine ville. Je suis sûre que cela ferait le bonheur de n'importe quel Berlinois ayant envie de récolter soi-même quelque chose. Cela suffirait au moins à nourrir ces personnes. Il y a tellement à manger. Laisser pourrir les fruits sur ces arbres en ville, c'est aussi une forme de gaspillage alimentaire. Oui, absolument. Quel besoin avons-nous d'acheter des fruits au supermarché qui ont été cultivés et transportés à grands frais, alors qu'on pourrait manger ce qu'on trouve sur place? C'est plus avantageux, parce qu'ainsi, on va moins au supermarché et on évite les coûts de transport. On y gagne aussi parce que les fruits cueillis directement sur l'arbre ont meilleur goût. Et quand on fait sa propre confiture avec des fruits qu'on a récoltés soi-même, il est hors de question de jeter le fond du pot. C'est incroyable tous ces fruits en plein cœur de Berlin. Berlin est une ville à déguster littéralement. Ces arbres ont bien mieux à offrir que les mornes étalages des supermarchés. En cueillant ces fruits, on se réapproprie sa ville et on mange plus sainement.
pour moins cher. Je vois ces fruits, cette nourriture partout. Je vérifie à chaque buisson si c'est comestible. C'est presque une obsession. Pardon. Moi, j'ai mangé à ma faim, mais ma voiture réclame elle aussi. Le réservoir est presque vide. Où vais-je trouver de l'huile alimentaire usagée à Berlin? Rien de plus facile. Grâce à la currywurst, la saucisse au curry, le plat national allemand. On en trouve partout, en particulier à Berlin où elle a été inventée. Il s'en vend 70 millions chaque année dans la capitale, accompagné de frites le plus souvent. Et qui dit frites, dit huile. C'est sympa de me donner ton huile de friture. Pour l'instant, je n'ai roulé qu'à l'huile de cuisson d'escalope viennoise. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Combien d'huile de friture utilisez-vous? 500 à 600 litres par semaine. On a 5 friteuses dans chacun de nos 2 restaurants, ce qui fait une grosse quantité. Ah oui, en effet. C'est parce qu'on change l'huile tous les jours. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous en faites? En principe, notre fournisseur la reprend. Mais je ne sais pas ce qu'il en fait. Moi, je la mets dans mon réservoir. Vive les frites! Je pose ça là, et c'est parti. Qu'est-ce que vous faites? Ma voiture et moi, on ne se nourrit que d'aliments récupérés. Vraiment? Oui. Super idée. Mais ce n'est pas juste pour m'amuser, c'est ma mission. C'est quel genre d'huile? De l'huile d'arachide, c'est mieux que du diesel. Oui, c'est sûr. Le problème, c'est le gaspillage des ressources. Il faut attendre encore un peu que toute l'huile soit filtrée. Voilà, là c'est bien. Ma voiture apprécie autant l'huile de friture allemande que l'huile autrichienne. Une fois que le moteur est habitué à l'huile en guise de carburant, il ne veut plus rien d'autre. Et il ronronne tranquillement dans les rues de Berlin. On dit qu'un tiers des récoltes pourrissent dans les champs. Je ne peux ni ne veux le croire. Je m'en vais donc glaner plus d'informations à l'extérieur de Berlin. Me voici dans l'arrondissement de Spandau, près de Berlin, près d'un champ où des quantités de légumes jonchent encore le sol. L'agriculteur qui milite contre ce gâchis a décidé d'y remédier. Je retrouve Christian, maraîcher bio, et Wamkat, cuisinier néerlandais et activiste anti-gaspillage, accompagné d'un groupe de jeunes militants. C'est un beau comité d'accueil. J'espère récupérer des courgettes. Tu as du chourave aussi? Et quoi d'autre? Du fenouil. Ah, c'est bon ça aussi. Nous sommes dans ton champ, c'est toi le chef, alors dis-nous tout. Oui, très bien. On y va. Voici un exemple typique. Ce genre de brocoli est écarté des circuits de vente classiques parce que ses fleurettes s'ouvrent déjà. Pourtant, il a exactement le même goût. Il est même très bon. Mais à cause de ces quelques fleurettes plus ouvertes que d'autres, il n'a plus une forme régulière. Les brocolis qui partent à la vente sont emballés dans un film plastique par des machines. Or, celles-ci sont calibrées pour des brocolis qui ont tous la même taille et la même forme. Ils doivent peser 1,3 kg. Et si la machine, qui est contrôlée par ordinateur, ne reconnaît pas le légume, il est refusé. Allez tout le monde, suce au brocoli. Christian, le maraîcher, me confirme qu'en Allemagne, jusqu'à 40% en moyenne des récoltes ne sont pas ramassées et sont enfouies lors du labour. Le glanage dans les champs était autrefois très répandu. Mais aujourd'hui, peu de gens se donnent la peine d'aller récupérer ces légumes recalés. Les jeunes militants du mouvement Slow Food donnent l'exemple pour faire changer les mentalités. Vam, suis-nous, il y a des courgettes.
La courgette est un autre exemple type du système pervers qui s'est mis en place ces dernières années. Voici le genre de courgette que vous ne verrez jamais dans un magasin classique. Et voici celle qu'on y trouve. Actuellement, la norme est aux courgettes de 15 à 20 cm, ce qui est une véritable arnaque pour l'agriculteur, parce que ces toutes petites courgettes ne lui rapportent rien. Elles ne pèsent que quelques grammes, alors qu'une grande fait presque 1 kilo. C'est un problème puisque le maraîcher doit en récolter beaucoup plus, et donc travailler beaucoup plus pour réussir à gagner le strict minimum. On me dit régulièrement « Oui, mais les petites courgettes sont bien plus tendres et ont meilleur goût. » C'est d'une bêtise sans nom. Je vais vous le prouver. Alors oui, la plus petite est super tendre, c'est évident. C'est bon? Tu vas voir la différence. Je voudrais avoir ton avis sincère. Laquelle préfères-tu? La plus grande a plus de goût, plus de saveur. Je la trouve meilleure, très franchement. Voilà, c'est bien ce que je dis. Il s'agit purement et simplement de course au profit. Et ce n'est pas normal vis-à-vis de l'agriculteur. C'est incroyable qu'on en gaspille de si belles. Je ne comprends pas. En une petite heure, nous avons ramassé assez de légumes disgracieux et laissés en plan pour préparer un grand repas collectif. C'est prêt, super. Merci pour votre aide. Nous partons pour le quartier de Kreuzberg et le Prinzessinnengarten, le plus connu des jardins collectifs urbains de Berlin. Cette ancienne friche de 6000 m² a été mise à la disposition des habitants du quartier qui font pousser 500 variétés d'herbes et de légumes. C'est le lieu idéal pour une disco-soupe organisée par Vamkat. Cela fait 35 ans que ce cuisinier milite contre le gâchis alimentaire. C'est un modèle pour moi et je suis ravi de l'assister. Ça, c'est une sacrée cuisine. Vamkat veut changer le monde et milite sans relâche pour la paix et la protection de l'environnement. Comme nous, il mène un combat acharné contre le gaspillage alimentaire. Combien avons-nous sauvé de légumes, à ton avis? Je dirais une centaine de kilos. Et ça fait combien de repas? 300 assiettes. 300 repas. Pourvu qu'il y ait assez de participants. Surtout qu'avec autant de légumes à préparer, il va nous falloir de la main-d'œuvre. Née à Berlin, la Disco Soup est une initiative des membres du mouvement Slow Food qui promeut une alimentation saine dans un esprit durable et équitable. En quelques années, la Disco Soup a essaimé partout dans le monde, de la France au Pérou, en passant par la Corée du Sud. Des gens de toutes les classes sociales s'y retrouvent pour dénoncer le gâchis alimentaire, toujours dans la convivialité, avec un repas et un concert gratuit. Il me faut des carottes. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons préparé une centaine de kilos de légumes. Bravo à tous. Vous avez vu passer des courgettes géantes, des choux raves biscornus, de toutes petites patates, des légumes que vous ne verrez jamais en supermarché puisque ces derniers refusent de les acheter. C'est pour protester contre cela qu'on a organisé notre première disco soupe il y a 3 ans. On nous demande souvent quel est notre objectif avec ce genre d'action. C'est simple, cuisiner en s'amusant, en écoutant de la musique, rassembler les gens. Il ne faut pas que la cuisine disparaisse parce qu'on ne veut pas s'embêter et qu'on achète des plats tout prêts. Je suis convaincu qu'en nous remettant à cuisiner, nous jetterons moins de nourriture parce que nous saurons quoi faire des légumes qui ont une drôle de tête ou des aliments qu'on ne connaît pas. Mais tout dépend de nous. C'est à nous de continuer à cuisiner. Alors merci à tous d'être venus. Avec les légumes moches, nous avons confectionné un hotspot néerlandais.
une purée mélangée. Ce plat paysan traditionnel rassemble tous les légumes restants après la récolte. Et en dessert, il y a de la semoule aux pommes et bananes bio. Ces bananes viennent de République dominicaine. Dans ce carton, il y a les restes hebdomadaires d'un magasin bio. Chaque semaine, il jette près de la moitié de ses bananes, alors qu'elles ont fait 20 000 km pour arriver jusqu'ici. Il y a des villages qui sont détruits, des gens qui meurent de faim, alors que les bananes dont on les prive finissent dans nos poubelles. Pour toi, où commence le gaspillage alimentaire? Ça commence avec ces idiots qui sont prêts à manger jusqu'à s'en rendre malades. Avec ces restaurants où tu peux manger à volonté pour quelques euros. Oui, les buffets à volonté. Ou ceux qui t'offrent ton steak de 2 kilos si tu parviens à le terminer. Comment vas-tu? Ça va? Tu m'as apporté quelque chose? Oui, De la confiture faite avec nos mirabelles. c'est ça. Ce sera parfait pour accompagner notre dessert, merci. C'est de la polenta qui est périmée depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Qui a l'idée saugrenue de cuisiner des rebus? Pourquoi? C'est nous? Oui, parce qu'il y en a assez. S'il n'y avait pas autant d'aliments gâchés, on n'aurait pas besoin de les cuisiner. Si on n'y est pas sensibilisé, on jette tout ça. Si ça compte autant pour moi, c'est aussi parce que j'ai vécu dans une société où la faim existait vraiment. À Sarajevo, pendant la guerre, on a connu la faim. Donc on mangeait tout, jusqu'à la dernière miette. C'est comme ça qu'on apprend à faire de la bonne cuisine avec les restes. En tout cas, les gens ont l'air de trouver ça bon. Encore une cuillerée? Tu sais cuisiner. Merci, ça me fait plaisir. Bonjour. On l'a déjà dit, on a bien travaillé. Vous avez découpé tous ces légumes avec une belle énergie. Et ils l'ont senti. Alors tout l'amour et l'ardeur que vous y avez mis, vous pouvez les récupérer ici. Assez parlé, il est temps de manger. Voici le maraîcher, la boucle est bouclée. De la cuisine anti-gaspi 3 étoiles. C'est délicieux. En une demi-heure, les participants sont rassasiés, alors qu'il reste encore plein de nourriture. La règle numéro 1 de la cuisine anti-gaspi est de ne rien gâcher et de tout manger. Alors que faire? Qui a faim? Est-ce que tu as faim? On a préparé à manger avec ce que d'autres mettent à la poubelle, et il nous en reste plein. C'est meilleur que cette pizza. Vous ne devriez pas vous contenter de ça. Cuisine anti-gaspi, disco soupe, qui en veut? Super, venez. David, que fais-tu? Je trouve des gens pour finir le repas. Mais il ne reste presque rien. C'est pas vrai. Si, c'est presque vide. Tu m'as pourtant dit qu'on en avait trop. Oui, mais il y a eu plein de visiteurs. Viens, on va attaquer le dessert. Mes appels ont mieux marché que je ne le pensais. Il ne reste plus la moindre miette du plat principal. Les gourmands font maintenant la queue pour le dessert. De la gelée de balsamine ou de la confiture de mirabelle? C'est de la banane? Non, de la confiture de mirabelle. Très bon. En tout, nous avons pu nourrir 350 personnes avec les légumes rescapés d'un seul champ. Il est temps de se poser pour digérer toutes ces émotions. Cette étape allemande m'a fait forte impression. Il y a un gaspillage énorme. Et ça reste un vrai problème. Mais les Berlinois ont réussi à en faire quelque chose de joyeux. Quand on cuisine en rythme et en groupe, protester contre le gâchis alimentaire devient plus amusant et prend tout son sens.
Je suis remonté à bloc pour ma prochaine étape. Je pars pour les Pays-Bas où je vais m'intéresser au problème du gaspillage de la viande. Bonjour. Comment ça va? Si déjà vous mangez un animal, mangez-le entièrement. Telle est la devise de ce restaurant. La solution contre le gaspillage alimentaire viendrait-elle des insectes? Trop bon.